Bonjour à tous. Donc nous sommes, ensemble pour, démarrer ce webinaire, autour, du sujet du projet, d'annualisation de gestion des temps. Donc, je suis ravie, d'être là avec vous et avec Fabien, pour, parler de ce sujet qui est, réellement un sujet, récurrent chez nos clients. C'est pour ça qu'on a décidé en fait de réaliser, un deuxième webinaire, à la suite du premier qu'on a déjà réalisé en novembre, autour du pilotage, de, l'annualisation. Je vais, tout d'abord lancer, un petit sondage pour savoir un petit peu, comment, vous gérez l'annualisation dans votre organisation. Hop, donc normalement, vous allez bientôt pouvoir le voir, en haut à droite. Donc vous avez tout le temps d'y répondre. Je souhaitais également, vous inviter à utiliser le chat, également en haut à droite, pour interagir, pour pouvoir nous poser, vos questions, au fur et à mesure. Hem, donc sans plus attendre, nous allons démarrer le webinaire. Je vais commencer par prendre quelques secondes pour, nous présenter. Donc je suis Fleur Nourry, je suis responsable marketing et communication, chez Assis et donc je suis accompagnée, par Fabien Métrard, qui est consultant SIRH, chez Assis et qui a, une dizaine d'années d'expérience dans les projets de gestion, de GTA et qui accompagne, notamment nos clients sur, ce sujet de l'annualisation. Assis, donc nous sommes, un éditeur et intégrateur de solutions de gestion des temps et de planification. Donc nous éditons, 2 solutions, Chronos qui est dédié aux grandes entreprises et aux grandes organisations, publiques, et Soarcis qui est pensé plutôt pour les PME et pour les organisations publiques, de moins de 500 ETP. Donc nous allons passer 30 minutes ensemble, pour, vraiment, vous donner un maximum de conseils, sur la meilleure façon, de piloter l'annualisation de la gestion des temps. Puisque effectivement c'est une fois qu'on a mis en place, qu'on a décidé, de mettre en place l'annualisation, qu'on a préparé, tout son projet, il n'est pas forcément très aisé de piloter l'annualisation au quotidien et pour, terminer à l'équilibre en fin de période. Donc, nous allons faire un rapide rappel théorique sur les principes et les prérequis, de l'annualisation. Cette partie-là a été déjà traitée lors de notre premier webinaire en novembre dernier, donc je vous invite à regarder en replay si vous voulez vraiment avoir plus de détails. Mais là, on va vraiment faire un rapide rappel théorique. Ensuite, on va vraiment rentrer dans le concret, sur le pilotage de l'annualisation au quotidien avec, 3 étapes, qu'on va pouvoir détailler et puis il y aura un temps de questions-réponses, 1/4 d'heure de questions-réponses où Fabien pourra vous répondre, directement. Alors, je vais pouvoir normalement, mettre, hop, je vais fermer les votes et partager les résultats. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit, qu'il y a une majorité, d'entre vous, qui, soit utilisent des fichiers Excel, soit utilisent déjà une solution de GTA pour gérer, l'annualisation dans l'organisation et on a seulement 17 de personnes qui ne la pratiquent pas pour le moment, mais qui souhaitent la mettre en place prochainement. Donc, en particulier pour ceci, je vous invite vraiment à regarder le premier webinaire, du mois de novembre qui est disponible sur la plateforme Webikeo, où vous aurez vraiment les éléments pour préparer votre projet. Là, on va vraiment rentrer dans le concret du pilotage de l'annualisation. Donc très rapide rappel des principes, et des prérequis pour, mettre en place un projet d'annualisation. Donc, l'annualisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un aménagement du temps de travail sous forme de modulation.
sur une période supérieure à une semaine et au sein d'une période de référence qui est donc souvent annuelle. C'est pour ça qu'on parle d'annualisation. Et ce projet, enfin cette annualisation va permettre vraiment aux entreprises d'adapter leur gestion des temps aux variations d'activité en fonction de périodes hautes ou de périodes basses. Il y a 2 prérequis très importants avant même de mettre en place un projet d'annualisation et c'est quelque chose, ce sont 2 points qu'il faut vraiment gérer en amont puisque en fait, ça peut prendre du temps. C'est tout d'abord avoir un accord collectif d'entreprise pour définir les règles, qui vont, gérer l'annualisation, donc les conditions de modulation, la période de référence, les équipes concernées puisque en fait, ça peut concerner certaines équipes et pas d'autres au sein de l'entreprise et surtout très important, ça va vraiment être le pilier, de votre annualisation, c'est, avoir un référentiel GTA complet, partagé et compris. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là de d'écrire les horaires et les cycles de travail, précisément, définir aussi les règles de gestion des absences selon leur nature, de définir les règles de gestion multi-contrat et de cloisonner les entrants de l'annualisation. Voilà, c'est des règles qu'il faut établir en amont afin ensuite de pouvoir, piloter plus sereinement et plus efficacement, l'annualisation en cours de période. Donc je te passe la main, Fabien. Oui, bonjour à tous. On est toujours dans le rappel du premier webinaire. À savoir que pour gérer mon annualisation, je dois disposer de 3 types d'indicateurs qui sont l'objectif, ce qu'on appelle la cible en général, donc c'est l'objectif ou l'obligation selon qu'on soit dans le domaine privé ou public, à comparer avec un réalisé qui correspond à ma constatation des temps travaillés ou assimilés comme étant travaillés. Et le troisième élément, c'est l'écart, c'est-à-dire le réalisé moins l'objectif. J'insiste, hein, c'est pas l'objectif moins le réalisé, c'est le réalisé moins l'objectif. Et c'est évidemment cet indicateur-là qui est l'indicateur clé pour piloter mon annualisation, puisque l'écart doit être le plus faible possible. Je dois me rapprocher de ma cible. Une fois que je dispose de ces 3 notions-là, eh bien, je peux commencer à piloter mon annualisation, tout simplement. Ce pilotage d'annualisation se fait finalement en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la planification initiale. Mais avant même de démarrer une planification initiale sur une année strictement normale dans un outil de GTA, par exemple, on démarre finalement un suivi d'annualisation dans un outil et je conseille de démarrer sur une période complète. Je prends un exemple. Si mon annualisation est basée sur l'année civile, ce qui n'est pas forcément le cas, mais si c'est basé sur l'année civile, eh bien, je vais tenter la première année de démarrer mon annualisation au 1er janvier. Voilà. Bon, une fois qu'on a passé cette étape du démarrage de l'outil, on passe sur une année normale. Et comment se passe la planification initiale dans une année normale? Ça se passe en 3 étapes finalement. La première étape, j'affecte un cycle de travail, donc en accord avec les informations contractuelles du salarié, etc. Ça nécessite auparavant de disposer de référentiels. Et dans ces référentiels, on a 2 notions importantes que je vais vous expliquer. On a la notion qui est la définition d'une journée de travail. C'est ce qu'on appellera finalement, dans notre outil, je rappelle, c'est Chronos, qui s'appelle un horaire. C'est la définition d'une journée de travail. Et ensuite, on a ce qui s'appelle un enchaînement de ces horaires sur une période d'une semaine ou plus d'une semaine, qu'on appellera les rotations, ce que certains appellent aussi des cycles de travail. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai affecté mon cycle de travail finalement, eh ben, j'ai planifié déjà toute mon année potentiellement. Donc derrière, en fait, il me reste 2 étapes potentielles qui ne sont pas obligatoires, qui sont l'adaptation selon les cas particuliers. Je vous prends l'exemple d'un temps partiel à réduction hebdomadaire qui ne travaillera pas le mercredi. Peut-être que sa rotation n'en tient pas compte. Il faut que je vienne modifier sa planification. Peut-être que je peux avoir aussi un salarié qui dispose de formation à long terme. Par exemple, tous les vendredis sera en formation. Voilà, c'est à moi d'adapter en tant que planificateur, c'est à moi d'adapter le contenu de son planning. Et puis ensuite, j'ajuste, toujours pareil, hein, on est dans la planification initiale. Hein. Si je dispose dès le début de mon année des périodes hautes, des périodes basses, en admettant que je pratique la modulation, je peux ajuster selon les nécessités de service ou de production. Dans ces 3 étapes-là, le plus important finalement et le plus simple, c'est de disposer d'indicateurs pour s'appuyer dessus. Et je vais vous montrer un exemple ici de planification initiale. Donc on a
au centre de l'écran. Donc ça, c'est mon planning finalement, qui me dit ce que je dois faire. Et à droite, dans la partie de droite, je dispose des indicateurs qui correspondent à l'objectif, le réaliser, et ici dans cette étape, en fait, ce qui s'appelle le reste à faire. C'est ce qu'on appelle l'écart, nous. C'est bien plus simple de suivre et de piloter son annualisation à partir du moment où je dispose de ces éléments en permanence, avec une synthèse visuelle claire. Et une fois que j'ai procédé à la planification initiale, eh bien, je passe finalement à la deuxième étape de mon suivi d'annualisation, de ma gestion, qui est le pilotage au quotidien. Et finalement, le pilotage au quotidien, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être un suivi du réalisé, pour avoir un suivi de l'écart. Parce que moi, ce que je conseille, c'est que mon objectif ne bouge pas au cours de l'année. Donc ça veut dire que ce sur quoi on va agir, c'est le réaliser. Et finalement, dans le réaliser, on dispose de 3 notions, parce que ce n'est pas si simple que ça, le réaliser. La première notion, qui est la notion la plus simple à comprendre, c'est le réaliser à aujourd'hui. Je constate ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est un abus de langage parce que quand on dit à aujourd'hui, c'est à hier. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire ce qui est en cours d'être fait. Voilà, je le saurai demain une fois que j'aurai ce qui s'appelle analyser la journée. Mais donc, ça, c'est le réaliser à aujourd'hui, le constater dans le passé. En admettant qu'il y a à peu près 150 heures de travail par mois, on est aujourd'hui là, le carré bleu, on est aujourd'hui le vendredi 3 mars, on est à peu près à 2 mois réalisés, 150 heures de travail par mois, on est à peu près à 300 heures dans mon réalisé à aujourd'hui. La deuxième notion, qui va me permettre de m'approcher, encore une fois, au plus près possible des indicateurs qui vont me permettre de m'approcher au plus près possible de la cible, c'est ce qu'on appelle le réalisé prévisionnel, qui tient compte finalement dans le passé du réalisé jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi finalement du futur, de ma planification potentielle, qui est basée sur la théorie des horaires planifiés jusqu'à la fin de ma période, donc par exemple jusqu'à la fin de l'année. Et puis j'ai potentiellement un troisième élément, qui est celui qui se rapprochera le plus de ce que je souhaite, que moi j'ai appelé le réalisé prévisionnel, le même que tout à l'heure, mais simulé, parce que finalement, au cours de l'année, je dispose du passé, je dispose du futur théorique, mais finalement, si je prends dans mon exemple, là, le mercredi 10 à cet instant précis, la journée, elle est potentiellement réalisée à 8h30, et c'est du futur. Mais si je pose un congé ce jour-là, si le collaborateur, si le salarié pose un congé ce jour-là, cette journée vaudra 0. Et bien pour ça, en fait, je simule une baisse de mes droits. Là, par exemple, dans mon exemple, j'ai un congé payé qui dispose d'un droit à 25, un prix à 0, un solde à 25, ce qui veut dire un équivalent en heures d'environ 200 heures. Eh bien, en haut, vous avez le détail du calcul avec l'exemple des 300 heures dans le passé, des 1500 heures dans le futur. Et moi, dès le début, je baisse d'autant, je diminue d'autant que mon équivalent solde en heures. Et finalement, ça me permet d'obtenir un réalisé prévisionnel simulé d'environ 1600 heures, qui s'approche au plus près, qui va me permettre de m'approcher au plus près de ma cible. Et finalement, une fois que j'ai procédé à ma planification initiale et que je me suis approché au plus près de ma cible, eh bien, je passe en deuxième étape au pilotage au quotidien réel, avec notamment les éléments perturbateurs. Qu'est-ce que j'appelle un élément perturbateur? C'est 2 types principaux. D'abord, on a ce qui s'appelle les changements contractuels, les absences imprévues, comme par exemple les maladies qui arrivent dans le planning directement. Eh bien ça me nécessite une actualisation des indicateurs. Et puis d'un autre côté, j'ai un deuxième type d'éléments qui sont tout simplement des éléments qui viennent du quotidien, des pics d'activité, des absences dans l'équipe qui nécessitent un remplacement, un transfert de charge sur une autre ressource. Et ça nécessitera un réajustement de la planification qui sera suivi dans la foulée d'une actualisation des indicateurs, et ainsi de suite. Je vous prends un exemple ici de pilotage au quotidien avec une réactualisation des indicateurs. Dans la partie du haut, j'ai un planning. Et dans la partie en haut à droite, j'ai mon... Alors, l'objectif ne bougera pas, je ne le fais pas varier au cours de l'année, mais mon réalisé à cet instant précis, il est fixe, et mon reste à faire, c'est-à-dire mon écart, il est connu. Dans la partie du bas, si on m'applique par exemple une période d'absence qui n'était pas prévue, eh bien, si je réactualise mes indicateurs dans la partie de droite, je peux piloter bien plus facilement. Et donc, une fois que j'ai piloté bien plus facilement au cours de l'année, il n'empêche qu'on arrive sur une fin de période dans laquelle j'aurai d'éventuels écarts. Évidemment, si je suis à l'équilibre, je n'ai rien à faire de particulier. Maintenant,
si on constate des écarts. On peut avoir des écarts de deux types, des écarts positifs ou des écarts négatifs. Dans le cas d'un écart positif, j'ai deux actions possibles principales qui est agir uniquement sur l'année N, par exemple en payant ces fameuses heures supplémentaires. L'autre possibilité, c'est de transférer ça en impact sur l'année suivante. Et pour ça, je vais soit baisser l'objectif de l'année suivante, soit faire en sorte que ça participe au réalisé de l'année suivante. Personnellement, je suis plus pour la deuxième façon de penser, là où ce n'était pas forcément le cas auparavant, mais je trouve que finalement, c'est plus simple à gérer. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est le cas d'un écart négatif. Bon, si je veux agir sur l'année N et clôturer l'année N, finalement, ce sera une retenue sur salaire. Je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup, mais la théorie fait que ça peut arriver. Ou une régularisation par reprise de congé, tout simplement. Autre possibilité, je transfère l'impact sur l'année suivante avec notamment une augmentation de l'objectif sur l'année suivante ou une baisse du réalisé. Ça, c'est quand je constate mes éléments, mes écarts positifs ou mes écarts négatifs. Et finalement, avant de constater ces éléments, j'ai envie de dire qu'il faut d'abord que je comprenne les écarts potentiels, s'il y en a. Et je vous ai pris un exemple qui est issu d'un vrai cas qui a été travaillé avec un client. Donc, c'est l'exemple d'un salarié qui est au forfait jour avec un solde CP qui est non nul au 31 décembre, alors qu'il dispose d'une période d'annualisation basée sur l'année civile et un droit CP qui est en année décalée, c'est-à-dire par exemple du 1er mai au 30 avril ou du 1er juin au 31 mai. Eh bien, s'il me reste un solde non nul au 31 décembre, c'est-à-dire en cours de période d'annualisation, a priori, je vais avoir un écart qui est a priori positif puisque je n'ai pas posé tous mes congés. Donc, dans la partie centrale, on voit que dans ce cas-là, la cible était de 217 jours à travailler. Dans la partie du bas, vous voyez que le total du réalisé est finalement de 222 jours réalisés a priori. Mais j'ai travaillé 222 jours. Sauf qu'en réalité, en haut, on voit bien que mon solde restant en fin de période d'annualisation, il est de 5 jours. Donc finalement, mes 222 jours réalisés sont en réalité 222 jours réalisés, mais pour calculer l'écart, je vais le comparer à 217 en baissant d'autant mon solde parce que j'aurais dû poser sur l'ensemble de la période de l'année, j'aurais dû poser ces 5 jours. Donc je vais les diminuer et finalement, ça revient à dire que mon écart, eh bien, il est de 0. Je suis à l'équilibre. Donc c'est important de comprendre les éléments. Et pour bien les comprendre, eh bien, je dois disposer de ces éléments visuellement à l'écran. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille plusieurs choses. Je vous conseille de disposer d'une synthèse des indicateurs et notamment les éléments intermédiaires. Parce que il ne faut pas forcément disposer uniquement de l'obligation, du réalisé et de l'écart. Il faut aussi comprendre comment ils ont été alimentés. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une synthèse des indicateurs, dont les intermédiaires, et si possible, évidemment, sur le même écran. Mon autre conseil, c'est de disposer de règles qui sont bien pensées dès le début et qui ne sont pas forcément réajustées selon les années et les cas particuliers. Bien pensées dès le début, tout simplement en commençant par établir une règle qui se base sur un fichier Excel avec ce qui se passe dans l'entreprise. Troisième étape, troisième conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une façon de calculer l'objectif ou le réaliser. Il y en a plein, clairement. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence entre la façon dont je calcule l'objectif et la façon dont je calcule le réalisé. Je vous prends un exemple. Si dans mon objectif, j'ai déjà déduit les RTT, eh bien, en conséquence, pour que ce soit cohérent, dans mon réalisé, je ne vais pas faire participer les RTT au réalisé, puisque je les ai déduits de l'objectif. Voilà. Mon quatrième conseil, c'est de disposer d'un objectif qui ne varie pas. Comme je vous ai dit, ce n'était pas forcément le cas auparavant. J'étais plutôt partisan d'un objectif qui peut varier en cours d'année. Et je me rends compte que finalement, un objectif qui ne varie pas, c'est source de fiabilisation et de confiance des utilisateurs. L'objectif qui ne varie pas. En revanche, c'est le réalisé qui, lui, va bouger au cours de l'année en fonction de ma planification, en fonction des éléments qui m'arrivent dans mon planning. Et lui, pour bien piloter au quotidien, clairement, il faut le réactualiser. Et je ne vois pas comment ça peut être fait autrement que par un outil qui réactualise ce fameux réalisé.
Je vous remercie. Donc voilà, on a terminé notre présentation. Juste, un petit détail que j'ai oublié de vous dire en amont, c'est que bien évidemment, nous allons vous transmettre la présentation, cette présentation donc par mail, à la suite, du webinaire et puis vous aurez aussi la possibilité de voir ce webinaire en replay. Donc ça, c'est une première chose. Mais là, on a encore du temps, pour, que vous puissiez, nous poser vos questions et d'ailleurs, je vois qu'il y en a déjà plusieurs, dans le chat. Donc on va prendre ce temps. Alors, il y a Liliane, qui, nous dit que, par exemple, «Je pensais que la rémunération restait acquise aux salariés quoi qu'il arrive». Oui, je pense que c'est en lien avec le slide dans lequel on disait qu'on pouvait faire une retenue sur salaire. Bon, je suis dans des cas ultra particuliers et surtout, je suis dans la théorie. Je suis dans la théorie. Je ne suis pas sûr que ça arrive réellement. Et je pense que dans ces cas-là, en fait, il y a un arrangement pour que ce soit basculé sur l'année d'après, sous forme de baisse, non, d'augmentation de l'objectif ou de baisse du réalisé d'autant. C'est vrai. Maintenant, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Et je rappelle que je fais une différence entre le secteur public et le secteur privé, parce que je prends l'exemple du public, c'est ce qu'il appelle une obligation. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la cible, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une obligation. Et finalement, si je n'ai pas fait mon obligation, je n'ai pas assez travaillé. Voilà. Dans ces cas, la théorie ferait qu'on pourrait baisser la rémunération. Je ne suis pas sûr que ça arrive en vrai, c'est de la théorie. D'accord. Autre question, donc on a Hélène, qui nous demande, si on a déjà travaillé chez des clients avec des paiements, d'heures supplémentaires en cours de période, après dépassement d'un certain seuil en balance, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut le suivre en parallèle, hein. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on suit les éléments clés de l'annualisation, avec notamment le réalisé. Bah, à partir du moment où ces heures ont été payées en cours d'année, elles sont rentrées dans le réalisé peut-être à un moment donné, mais à partir du moment où elles sont payées, elles en sortent. Je ne vais pas les payer deux fois, parce que potentiellement en fin d'année, si je fais des heures en plus, je vais les payer une deuxième fois. Une autre question de Liliane, de Lilian pardon, je pense. Avez-vous une solution logicielle pour les associations? En fait, je vais me permettre de répondre à cette question. Les 2 solutions qu'on édite donc, Chronos et Sourceis sont, adaptables, à, tous les secteurs et tous les types d'entreprises. Donc c'est pour ça qu'on parle d'entreprises, publiques et privées. Et on a également des clients, qui sont dans le secteur, associatif, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça dépend surtout de la taille, en fait, de votre entreprise et hem, en fonction de ça, on va plutôt vous orienter donc soit sur Chronos, soit sur Sourceis. Une dernière question, d'Hélène. Lors d'un report des heures négatives sur l'année suivante, à partir de quel objectif considérez-vous les heures supplémentaires? 1 607 heures ou 1 607 plus les heures en négatif? Donc premièrement, ce sont toujours les clients qui m'indiquent comment ils souhaitent gérer les choses, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que nous, en fait, on est un outil qui n'est pas de type décisionnel. On ne prend pas les décisions, nous, on fait simplement état de ce qu'on nous demande. Et clairement, dans ce cas particulier-là, à partir du moment où j'ai reporté en négatif de l'année précédente sur l'année suivante, ma base de calcul des heures sup, ça va être le 1607 plus le report des heures négatives. Et peut-être, encore une dernière question. On a vu par exemple, sur dans l'exemple dans la présentation, on a vu en fait le cas d'un solde restant sur l'année N. La question qu'on peut se poser du coup, c'est: «Comment est-ce que je gère les reliquats sur l'année N+1?» Ouais, c'est-à-dire que c'est vrai que dans un des slides, on a vu On peut que revenir dessus peut-être? ma période, oui, je vais revenir dessus, je crois que c'était celui-là. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on est dans le cas où mon annualisation est basée sur une année civile, donc 1er janvier, 31 décembre. Pour autant, mon droit CP
il est basé sur un exercice qui court du, par exemple, 1er mai au 30 avril. Et mon solde CP sur l'année N, donc l'année de mon annualisation, il est de 5 en fin de période. Je sais comment clôturer mon année en cours, puisque les 5, on a vu qu'en réalité, les 222 jours qui ont été constatés, qui correspondent à 5 jours de plus que ce qu'il fallait travailler, a priori, proviennent de ces 5 CP qui n'ont pas été posés. Ça, c'est ce que j'appelle la clôture de l'année N. Je constate que je suis à l'équilibre. Maintenant, quelle est la conséquence sur l'année suivante avec ce fameux, finalement, on peut appeler ça du reliquat de solde CP sur la seconde partie de l'utilisation des droits CP, ce qui correspond à ma deuxième année d'annualisation. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je différencie la gestion des CP qui proviennent de reliquats de l'année précédente. Et en tant que reliquat, je vais les faire participer au réalisé. Et c'est seulement à partir de la deuxième période de mon annualisation, là où commence finalement mon nouveau droit, que mon nouveau droit, quand je vais poser une absence associée à mon nouveau droit, mon nouvel exercice de droit, que ces absences-là ne vont plus participer au réalisé, tout simplement. Et je différencie les deux. Comme on a encore un petit peu de temps, j'en profite puisqu'il y a encore des questions. Alors, Fanny nous demande: «Sur quel cycle est-il préférable de faire l'annualisation? Sur une année civile ou sur le même rythme que l'acquisition des congés payés, c'est-à-dire de juin à mai?» Alors, on a des méthodes pour calculer, avec notamment les reports en cours d'année, dans le cas où j'ai une désynchronisation des deux périodes. Mais bien évidemment, moi, je conseille de le faire sur l'année où tous les éléments sont cloisonnés sur la même période. Donc, ça veut dire dans ce cas-là, de juin à mai. Évidemment, c'est plus simple. Hem, Hélène nous demande aussi: «Comment doit-on calculer l'objectif pour un salarié entrant en cours d'année?» Là, c'est pareil, je pense qu'il y en a peut-être une slide qui peut permettre d'illustrer. Maintenant, ça, c'était plus l'objet du précédent webinar. Comment doit-on calculer l'objectif pour un salarié entrant en cours d'année? Donc déjà, en fait, ça vient de la façon dont on calcule l'objectif. Moi, ce que je vois habituellement, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une façon de calculer l'objectif, il n'y en a pas une seule. Mais ce que je trouve pas mal, c'est quelque chose qui nous dit que l'objectif, c'est, dans le cas d'une année complète, c'est le nombre de jours de l'année calendaire, moins les samedis, dimanches, moins les jours fériés qui tombent entre le lundi et le vendredi, moins ma journée de solidarité, c'est plus ma journée de solidarité d'ailleurs, parce que je dois la faire, moins mes droits CP, moins mes potentiels RTT, etc. Et finalement, cette règle-là, qui se base sur une année complète, elle est finalement adaptable pour une année incomplète, donc notamment le cas d'un salarié qui entre en cours d'année ou même qui sort en cours d'année. Parce que l'entrant de mon calcul de tout à l'heure, c'était le nombre de jours de l'année, mais finalement, c'est le nombre de jours de la période. Et à partir du moment où j'arrive en cours d'année, je suis en mesure, via un outil de GTA, toujours pareil, de calculer le nombre de jours de la période. Et mon calcul va plutôt s'adapter en disant, ma règle de calcul, c'est plutôt le nombre de jours de la période, moins les samedis, dimanches de la période, moins les jours fériés qui tombent entre le lundi et le vendredi sur la période correspondante. Bon, il y a toujours cette histoire de journée de solidarité de est-ce qu'elle n'aurait pas été faite autre part? Est-ce qu'elle doit être proratisée? Ça, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Et puis, l'histoire des droits CP, eh ben, c'est toujours pareil, c'est basé sur l'acquisition des CP sur la période. Et à partir du moment où j'ai cette règle-là, finalement, je me rends compte que ça s'adapte en fait sur une année complète comme sur une année incomplète. Donc sur tous ces éléments effectivement de préparation, du projet d'annualisation, je vous invite vraiment à écouter notre webinaire, donc du mois de novembre, sur notre chaîne, Webikeo, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne Webikeo. Parce qu'effectivement, c'est dans ce webinaire qu'on a détaillé aussi un peu tous les modes de calcul possibles et également, on vous donne des exemples de cas particuliers liés en fait, aux contractuels et aux contractuels et aux dispositions individuelles, des équipes et voilà, je pense que ça vous permettra d'avoir des réponses, par rapport, à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Hem
Ah oui, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui viennent d'apparaître. Alors, Olivia nous demande: «Comment gérez-vous les gens qui changent de quotité, par exemple, en cours d'année? Les CA n'ont pas la même valeur». Ouais. C'est jamais simple parce que ça revient à dire que j'ai une période d'acquisition des droits à congé sur laquelle je fais une acquisition de droits à congé qui est basée donc sur ma quotité, etc. Mais finalement, j'ai envie de dire que ça dépendra aussi du moment où je vais poser mes congés. Si je les pose sur la première période, là où j'étais avec ma première quotité, ou si je les pose sur la deuxième période, là où j'étais sur ma deuxième. Quand c'est comme ça, en fait, moi, j'essaie de faire un calcul quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu de passer sur un calcul annuel, je passe sur un calcul quotidien. Et finalement, tout se passe en un 365e ou un 366e, tout simplement. Je me permets de répondre, en direct aussi à une question sur le chat. Hop, voilà, sur le nom du webinaire, dont je parle, vous verrez, sur notre chaîne, c'est très fa il est très facile d'accès et il a été réalisé en novembre et il s'appelle, «Réussir son projet d'annualisation, bien se préparer, en amont pour, moduler son temps de travail efficacement». Voilà. Il y a Virginie aussi qui nous pose, une autre question. En cas d'absence maladie pour le calcul des heures réalisées à l'année, comment faites-vous? Alors toujours pareil, Chronos n'est pas un outil décisionnel. Nous, on fait simplement état de ce qu'on nous demande. Ce que je vois en général, c'est que les absences maladie ont une durée forfaitaire qui correspond à, on va dire, la durée attendue moyenne d'une journée. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a 35 heures sur 5 jours, ce sera un cinquième de 35 heures, donc ce sera 7 heures. Maintenant, c'est une possibilité de les calculer parce que dernièrement, j'ai entendu parler d'un établissement pour lequel il y a une décision de justice en fait, et il a été demandé à ce que le calcul de la durée d'une absence maladie pour la prise en compte dans l'annualisation soit égal à la durée moyenne d'une journée sur le cycle affecté, ce qui nous changera par exemple les résultats de la durée potentielle d'une maladie, selon que je sois sur une période haute ou sur une période basse. C'est un deuxième mode de calcul. J'ai envie de dire, j'ai pas forcément d'avis à avoir là-dessus. Moi, j'applique un petit peu ce qu'on me demande. Mais c'est les deux façons de voir principales que je vois. Donc en effet, ça répond, un petit peu à ce qu'on disait vraiment en introduction de ce webinaire. Il est très important en fait d'éditer des règles en amont au travers du référentiel, GTA et de l'accord collectif et c'est vraiment, en anticipant en fait tous les cas particuliers et en éditant des règles qu'on va pouvoir ensuite, bah, du coup, piloter sereinement, efficacement, son annualisation. Comme ça, dès qu'il y a une question qui se pose, en fait, on peut se référer à ce référentiel GTA, pour, trouver la réponse et savoir quoi faire. Je vois qu'il y a pas d'autres questions, pour le moment, dans le chat. Voilà, j'espère qu'on a pu vous donner, en fait, plein de bons conseils, et que vous avez pu trouver des réponses à vos questions à travers, ce webinaire. Si c'était pas le cas, évidemment, nous, on reste, à disposition chez Assis, bah, pour répondre à vos questions, pour, vous montrer aussi, réaliser des démonstrations de nos outils, par exemple, si vous voulez en savoir plus. Ça, donc voilà et puis, le replay, de ce webinaire sera disponible, je pense, à environ 1 heure après la diffusion, après l'arrêt de la diffusion et puis, dès cet après-midi, vous recevrez, le PowerPoint, qu'on vient de vous transmettre. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir, clore cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était vraiment un plaisir pour nous d'aborder ce sujet, avec vous
et j'ai envie de vous dire, à bientôt pour un prochain webinaire, avec Assis. Voilà. Au revoir à tous, à À bientôt. bientôt. Très bonne journée.